Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI1, bienvenue dans votre journal. Rafael Soriano Ortiz, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, est en fin de mission. Hier lundi, il est allé faire ses adieux au vice-président de la République, occasion pour les deux personnalités d'évoquer les acquis et les perspectives de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Mahma Traoré, notre reporter, nous en parle en début de journal. Le conseil municipal de Niablé vient de faire un important don d'équipements biomédicaux au centre de santé de l'espace communal. Ce don d'une valeur de 700 millions de francs CFA vise à renforcer le plateau technique des centres de santé bénéficiaires. La remise des équipements a eu lieu le week-end dernier. Et en Afrique du Sud, la commission disciplinaire de l'ANC a exclu son ancien président Jacob Zuma, accusé d'avoir violé la constitution du parti en portant atteinte à son intégrité et à sa réputation. Le secrétaire général de l'ANC reconnaît une affaire sensible pour le parti qui n'a jamais exclu quelqu'un de la stature de Jacob Zuma. On en parle en fin de journal. Le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara ont regagné hier lundi en fin d'après-midi. Ils ont regagné à Abidjan de retour de Paris. Le chef de l'État et la première dame ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port et par le vice-président de la République, Etienne Mokomelia-Koné, par le Premier ministre Robert Mambé-Begré et par plusieurs membres du gouvernement, ainsi que vous avez pu le voir sur ces images. Je vous le disais en titre, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Hier lundi, Rafael Soriano Ortiz est allé faire ses adieux au vice-président Etienne Mokomelia-Koné. Leurs échanges ont porté sur les acquis de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, mais aussi sur les perspectives. Les précisions de Mahma Traoré. Cette année marque le 60aire de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. 60 ans de coopération dont les acquis sont notables. Reçu par le vice-président de la République ce lundi, Rafael Soriano Ortiz, l'ambassadeur d'Espagne en fin de mission, dresse le bilan. Au niveau de la coopération financière, je partageais avec monsieur le vice-président quelques exemples, notamment les lancements des travaux de stabilisation du cordon sableux à Grand Laou, un projet qui reçoit un soutien de 30 millions de dollars de la coopération financière espagnole. Nous avons aussi évoqué l'importance de la coopération éducative et de la coopération culturelle. Le fait que la Côte d'Ivoire soit le pays africain avec plus d'étudiants d'espagnol qu'en langue étrangère en Afrique, ça donne, disons, la mesure de l'importance de ces volets. L'Espagne est très engagée en ce qui concerne la formation continue des enseignants et le renouvellement du matériel pédagogique. Et nous avons aussi parlé de l'importance de la relation culturelle qui nous permet de rapprocher encore plus les deux pays. Sur la base de tous ces acquis, Rafael Soriano Ortiz présage de lendemains meilleurs pour le partenariat ivoiro-espagnol. La situation économique espagnole en Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée ces dernières années, mais je suis convaincu, on a partagé, on a échangé sur cela avec monsieur le vice-président, qu'il y a encore un potentiel très important à saisir, notamment compte tenu de la performance économique formidable de la Côte d'Ivoire, une des économies les plus performantes en Afrique de l'Ouest. Je suis convaincu que dans les années à venir, les entreprises espagnoles vont continuer à s'installer en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà des échanges à l'auteur de 700 millions de dollars chaque année, avec une quarantaine d'entreprises qui sont déjà installées en Côte d'Ivoire, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le diplomate espagnol aura accompli près de 3 années de mission en Côte d'Ivoire. Le 5 juillet de chaque année, la Côte d'Ivoire célèbre la journée de l'arbre, une célébration qui vise à développer chez l'Ivoirien l'amour et le respect de la nature et en particulier de la flore et de la faune. Hier lundi, dans la continuité et la fin de cette célébration 2024, le Premier ministre était à Songondagbe où il a planté un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. Franck Quadio, reportage.
À la moitié de sa maturité, comme ce fromager ou en pépinière, le vène, le samba, le bois bété, bref, l'arbre est producteur d'oxygène et source de production de carbone, entre autres. En clair, un élément moteur de la biosphère. Et le gouvernement ivoirien a fait le choix de le réserver à travers une journée dédiée depuis 1983, tous les 5 juillet. Pour l'édition 2024, plusieurs villes ont abrité des plantings éclatés. Clou de la célébration, Songon Dagbe, où le message est réitéré en présence du chef du gouvernement. Les arbres purifient notre air, abritent la faune et contribuent à la lutte contre le changement climatique. Planter un arbre est donc un acte de foi en l'avenir. Autre façon de sensibiliser, rassurer l'opinion quant à la stratégie gouvernementale, celle de ramener l'arbre au centre de la préservation de l'écosystème environnemental. Face aux nombreuses conséquences du changement climatique, il est urgent d'agir pour inverser la tendance. Conscient donc de cet enjeu, l'État ivoirien a pris plusieurs engagements internationaux et entrepris d'importantes réformes au niveau national. On peut citer l'adhésion en 2015 au processus de RED+, la participation depuis 2017 à l'initiative Cacao Forêt, la signature en 2024 de l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne. Le chef du gouvernement, Robert Begemambi, pour sa part, insiste sur l'intérêt de cette journée dont la formulation thématique est succincte. Je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. Partout, plantons des arbres. Engageons-nous à entretenir ces arbres pour assurer leur survie et leur croissance. Engageons-nous surtout dans une gestion rationnelle de notre patrimoine forestier pour qu'il demeure une source durable de revenus, un pilier de notre économie nationale, mais également une barrière au dérèglement climatique. Je vous exhorte donc à faire du reboisement une activité de passion, de nécessité, une activité collective, afin de permettre à notre pays d'atteindre beaucoup plus rapidement l'objectif de 20% de couverts forestiers. La Côte d'Ivoire enregistre une tendance baissière de la déforestation de 47 000 hectares en 2019. On est passé à 26 000 hectares en 2021. Pour réduire davantage le gap, le geste citoyen est simple aujourd'hui, planter son arbre pour demain. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est élu récemment à Bac-Sémian, c'est dans la sous-préfecture de Camalo. Il y était donc pour vérifier l'état d'avancement des travaux d'installation de prise d'eau et la station de traitement d'eau sur le fleuve Sansan. Nos reporters Boubacar Silla et Kader Sogodogo l'ont suivi pour vous. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité visite les installations de prise d'eau et la station de traitement placée sur le fleuve Sassandra à Bac-Sémian dans la sous-préfecture de Camalo. Nous sommes dans le département de Séguéla. Le ministre Bouaké Fofana, qui avait à ses côtés le préfet de région de Ouorodougou, une forte délégation est venue s'assurer de la bonne exécution des travaux réalisés dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la commune de Séguéla et des localités environnantes. C'est une visite de routine parce que c'est un chantier qui a commencé depuis quelque temps où nous prenons de l'eau ici dans le Sassandra, de l'eau brute que nous traitons et que nous emmenons jusqu'à Séguéla pour desservir les populations. C'est un projet qui est quasiment terminé, donc je suis venu faire le point de sorte à informer notamment M. le Premier ministre s'il est prêt vraiment à être inauguré. La station de traitement d'eau va desservir les villages situés sur le tronçon Bac-Sémian-Séguéla, soit environ 67 km de canalisation qui seront raccordés. La capacité de production est de 400 000 litres par heure. Nous avons posé les conduites de tout diamètre confondu, variant de 400 mm à 500 mm, d'environ 66,900 km pour pouvoir arriver à Séguéla. La construction de la station de production d'eau potable de Séguéla, d'un coût d'environ 17,9 milliards de francs CFA, fait partie d'un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes de Côte d'Ivoire. Le coût total de ce programme national, qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable
à 3 millions d'habitants est estimé à 170 milliards de francs CFA. On part à Niablé, dans le département d'Abengourou, région de l'Indénué-Diablin, où le conseil municipal vient de faire un important don d'équipements biomédicaux aux différents centres de santé de la commune, histoire de renforcer les plateaux techniques. Herman Niamien, qui est notre correspondant sur place, était à la cérémonie de remise des équipements. Le conseil municipal de la commune de Niablé équipe les centres de santé urbains de l'espace communal en équipements biomédicaux. Il s'agit des centres de santé urbains de Niablé, de Zounou et d'Afalikrou. Ces équipements d'une valeur de plus de 700 millions de francs CFA ont été acquis grâce au lobbying gagnant du maire de la commune de Niablé, Edouard Boadou-Messou. Mesdames et messieurs les professionnels de la santé de notre canton, nous comptons sur vous pour faire profiter à nos parents tous ces dons. En réceptionnant ce lot de matériel, le directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle d'Abengourou a fait le vœu d'une utilisation adéquate de ce matériel, non sans avoir exprimé sa reconnaissance aux bienfaiteurs. Cette remise d'équipement permettra de renforcer le plateau technique des centres de santé de la commune. Cela pour une meilleure prise en charge des patients. La secrétaire générale 1 de la préfecture d'Abengourou, Kamara Mayoka, représentait le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou, à cette rencontre de charité. Elle a saisi l'opportunité pour inviter les bénéficiaires de ces lots de matériel à fréquenter les centres de santé pour des prises en charge efficientes. Par ce geste, vous venez soulager plus de 45 000 habitants. Aux agents de santé, je voudrais leur demander d'en faire bon usage. Un don de plusieurs centaines de millions, cela ne s'acquiert pas à tout moment et dans toutes les localités. Selon le maire de la commune de Niablé, l'acquisition de ces équipements a été possible grâce à un fils de Niablé résidant aux États-Unis. Ce dernier, grâce à la mobilisation de son réseau, a permis à l'ONG américaine Project Cœur d'inscrire la mairie de Niablé sur la liste de ses bénéficiaires. Et quand les plateaux techniques se renouvellent, il faut former à ceux qui les utilisent, se mettre à jour. Les infirmiers anesthésistes l'ont bien compris. Ils sont réunis à San Pedro pour se former à l'utilisation de ces appareils de dernière génération qui équipent désormais nos centres de santé. On en sait plus avec Sam Conan, notre correspondant sur place. Les infirmiers anesthésistes se mettent à niveau dans le cadre de la réforme hospitalière engagée par le gouvernement. Ils se sont retrouvés à San Pedro pour se familiariser avec les différents appareils ultramodernes installés dans les différents blocs opératoires des centres hospitaliers du pays. Chacun de nous ne pouvant pas repartir à l'école, nous mettons à niveau chacun des anesthésistes pour l'utilisation de ces outils. Avoir l'hôpital de San Pedro qui est un joyau, avec des appareils de dernière génération. Au sortir d'ici, ils pourront utiliser tous ces appareils-là dans de bonnes conditions pour la sécurité de nos populations. Pendant ces 2 journées scientifiques, les compétences en matière de prise en charge des patients ont été améliorées. On leur apprend, n'est-ce pas, ces nouvelles techniques-là, à faire endormir des patients, à utiliser des machines de surveillance de patients et évidemment des topos sur la prise en charge des accidents qui arrivent au bloc opératoire. Donc c'est ces ensembles de nouveautés qui arrivent dans le monde, dans notre discipline, que nous leur enseignons, que nous leur expliquons. Selon le président de la CIADC, Hilaire Diallo, ces renforcements des capacités annuelles ont permis de sécuriser de plus en plus les anesthésies et d'enregistrer moins de décès dans les blocs opératoires. La Société des infirmiers anesthésistes diplômés plaide pour un appui technique et financier pour leur formation de mise à niveau. La santé menstruelle, qu'est-ce que c'est? La jeune chambre internationale Golden s'est donnée pour mission d'instruire les populations de Fronan sur le sujet. Cela à travers une journée de sensibilisation. C'est une autre édition, la 3e cette année, et il s'agit de lutter efficacement contre la précarité menstruelle. Le projet est dénommé Hope Women. On retrouve Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. En milieu scolaire, les jeunes filles ne sont pas assidues aux cours en période menstruelle
par crainte de moqueries et d'insuffisance d'installations sanitaires adaptées, toutes choses qui affectent leurs résultats scolaires. À Frouna, dans la région du Hambol, les femmes, les jeunes filles et les enseignants sont sensibilisés sur l'importance d'une bonne hygiène. Selon les spécialistes de la santé, une mauvaise hygiène menstruelle peut entraîner des infections de l'appareil urinaire et reproducteur, voire affecter le bien-être de la femme. J'ai appris que c'est important d'être propre pendant les règles. Nous, on se disait que Vandia, là, si tu portes matin, c'est jusqu'à la nuit tu dors en effet. On nous a fait comprendre que, et après ça, si tu portes matin, à midi, tu changes. Le soir, tu te changes, tu te laves bien. Cette activité est à l'initiative de la Jeune Chambre internationale Golden dans le cadre de la 3e édition de son projet de lutte contre la précarité menstruelle intitulé Up Women. Objectif, contribuer à lever le tabou et la stigmatisation sur les menstruations. Il y a beaucoup de tabous en Afrique, particulièrement celui de la menstruation. Donc les femmes sont généralement parfois reléguées à un certain second plan lorsqu'on parle de menstruation. Et donc nous avons décidé de pouvoir aider les femmes à s'informer un peu plus sur le sujet. Une action bien perçue par les autorités locales et la marraine de la cérémonie. Cette sensibilisation-là permet de corriger, d'améliorer, de réduire ce taux de mortalité sur ces maladies qui malheureusement nous fait perdre de belles personnes. Une distribution gratuite de kits hygiéniques aux jeunes filles et une remise des certificats de reconnaissance aux acteurs de lutte contre la précarité menstruelle ont mis fin à cette cérémonie. Et pendant ce temps, ici à Abidjan, le ministère des Ressources animales et halieutiques annonçait que dans quelques 2 semaines, l'interprofession de la viande filière, la filière bétail-viande, va démarrer ses activités. C'était au micro RTI 1 de Lanciné Bakayoko, chef du service économie à la rédaction. La production ivoirienne de viande est essentiellement composée des bovins, des ovins et des caprins. Malheureusement, la production ne couvre que 49% des besoins nationaux, faisant de la Côte d'Ivoire un grand importateur de bétail. Parmi les solutions préconisées par les autorités gouvernementales, la mise sur pied de l'interprofession de la filière bétail-viande. Cette instance sera opérationnelle à partir du 16 août prochain, après les élections des organes directionnels. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de faire de telle sorte que, je dirais, les acteurs aient accès au financement et tout ce qui est technique pour qu'au final, ils puissent produire de la protéine animale qui puisse être accessible à la population ivoirienne. C'est quelque chose qui est très important au niveau de la sécurité alimentaire et aussi au niveau de la vie des Ivoiriens. L'ensemble des acteurs de l'écosystème bétail-viande devrait fortement s'impliquer dans le processus inclusif de mise en place des instances, au regard notamment de l'urgence de dynamiser une filière dont le potentiel d'opportunité va au-delà de 300 000 emplois permanents, répartis entre éleveurs, commerçants et bouchers. Tout le monde a sa place dans cette OIA. Montrez-nous votre représentativité par votre poids économique, par le nombre d'acteurs de votre organisation, par votre structuration déjà, votre capacité d'être en règle des tests réglementaires en vigueur. Pour renforcer la filière viande, le gouvernement a dans son parc un projet de construction de complexes et de marchés de bétail pour un montant total de 7 milliards de francs CFA. En 2021, 168 000 tonnes de viande et abats comestibles ont été importées pour une valeur d'environ 80 milliards de francs CFA. Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes. C'est le thème 2024 de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, célébrée ce 30 juillet à Dimbokro. En Côte d'Ivoire, cette 12e édition est placée sous le sceau de la synergie d'action. On écoute le message du gouvernement. 158 trafiquants traduits devant les juridictions avec 94 condamnés. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la lutte contre la traite des personnes, aussi appelée traite des êtres humains. Esclavage des temps modernes, le phénomène prend de l'ampleur dans le monde entier et plus particulièrement sous nos tropiques. La Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras. Création par décret du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, création d'un comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, adoption de plusieurs lois, décrets et mécanismes, création de comités de lutte, les initiatives se multiplient. Des actions qui se traduisent de façon concrète par
la prise en charge holistique de 3526 victimes de traite, la formation de 380 travailleurs sociaux et acteurs de la société civile, la formation de 17 journalistes ivoiriens et guinéens, la formation de 24 députés et 13 assesseurs, la formation de 557 acteurs de la chaîne pénale, la formation des membres et l'installation de 11 cellules régionales de lutte contre la traite des personnes, avec la 12e qui sera installée au cours de cette célébration. Ajoutez à cela la mise en place de 289 activités génératrices de revenus. Et pour une lutte plus âpre et plus efficace, la synergie d'action s'impose. Le président de la République, en visionnaire, avait dit « ne cesse d'œuvrer pour apporter de meilleures conditions de vie à toutes les couches sociales par le truchement de plusieurs mécanismes d'insertion sociale et professionnelle. À cet effet, la synergie d'action permettra de mener une lutte effrénée contre ce crime transnational organisé. Nous devons donc conjuguer davantage nos efforts sur tous les plans afin d'être à la hauteur des nouveaux défis que nous impose la traite des personnes pour une Côte d'Ivoire toujours solidaire et prospère. Pour nos enfants, tous engagés dans la lutte contre la traite des personnes, thème retenu pour l'édition 2024 qui se tient à Dimbokro ce 30 juillet. Pour nos enfants, tous engagés contre la lutte des personnes. Voilà le thème de cette édition 2024. Le message de la ministre a été recueilli pour vous par Michel Mambo, notre chef des éditions du jour. Dans le cadre du projet Transition bas carbone qui vise à rehausser la performance climatique de la Côte d'Ivoire, 4 organisations de la société civile engagées dans la lutte contre le changement climatique viennent de recevoir un appui financier. Cette subvention va leur permettre de continuer à contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à l'atteinte de la neutralité carbone. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le montant alloué à chacune des 4 organisations de la société civile sélectionnées dans le cadre du projet Transition bas carbone pour mieux lutter contre le changement climatique en Côte d'Ivoire. Cette subvention va servir à former, à renforcer les capacités des communautés de 7 villages de Lobo, où nous allons intervenir dans le projet, dans le département de San Pedro. L'initiative Transition bas carbone veut contribuer au rehaussement de la performance climatique de la Côte d'Ivoire en conformité avec l'accord de Paris, en accompagnant notamment le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre et le suivi de ses engagements climatiques. On a aujourd'hui reconnu des acteurs qui, dans leur région, se mobilisent sur ces enjeux pour préserver les mangroves, pour sensibiliser des jeunes dans des écoles, pour faire reconnaître les pratiques agroécologiques. Et donc c'est ce type d'action que l'on souhaite encourager avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Elles ont été bénéficiaires de ces chèques-là. C'est pour qu'elles partent auprès des populations locales pour passer le message de l'environnement, le message de la lutte contre le changement climatique. Et je voudrais profiter de vos lucanes pour inviter toutes les autres organisations à s'inscrire dans cette dynamique-là lorsque les projets seront lancés, à véritablement postuler. Financé par l'Union européenne et mise en œuvre conjointement par une agence française de coopération et le ministère de l'Environnement. Cette première phase concerne les projets des régions de Lamé, de l'Indénié du Hablin, du Gboclé et de San Pedro. Venons-en maintenant à ce renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Russie dans le domaine de la recherche. Cette semaine, à Korogo, dans la zone nord de Côte d'Ivoire, des universitaires des 2 pays étaient réunis pour tenter de déterminer la place de la recherche dans le développement d'une nation. C'était à l'université Peleforogon Koulibaly à l'occasion d'une conférence panel. Témoignage, Siekwasi et Jean-Marc Djadji. Les chercheurs ivoiriens et russes réfléchissent sur le renforcement de la coopération entre les 2 pays. La priorité des États africains à l'heure d'un monde multipolaire émergent est le thème central. J'ai appris beaucoup au niveau même des relations entre la Côte d'Ivoire et la Russie. J'ai vu qu'il y avait une relation économique, financière, militaire et les relations entre les universités aussi. Je peux, étant étudiant ici, après soit ma licence ou bien mon master,
aller en Russie et puis continuer ma formation. La conférence est animée par d'éminents universitaires arrivés de tout le pays et de l'étranger. Au total, 13 présentations enregistrées. Nous avons bien voulu organiser cette conférence dans l'objectif de renforcer la coopération entre les enseignants-chercheurs des deux universités, mettre en lumière la participation des enseignants-chercheurs aux changements communs qui ont lieu actuellement sur la scène internationale et aussi voir comment est-ce que les États africains pourront s'adapter ou bien trouver leur place dans ce monde multipolaire là émergent. Cette conférence internationale entre la Fédération de Russie et la République de Côte d'Ivoire est le fruit d'un partenariat entre le Centre international des sciences appliquées et des transformations internationales de l'Université russe de l'amitié Patrice Lumumba et de l'Université Pelefrobon Koulibaly de Korogo, université à vocation agro-pastorale. C'est une idée brillante, une nouveauté. Il fallait y penser et le ministère du Tourisme y a pensé. Promouvoir la destination Côte d'Ivoire par le canal de la beauté de la jeune fille ivoirienne et la valorisation des belles régions de Côte d'Ivoire. C'est le concours Miss Tourisme et vous allez le voir, pour être belle, les 20 candidates l'étaient vraiment. Et Serge Pacom Didi le confirme bien. Concept pour valoriser les richesses culturelles, potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire ainsi que promouvoir la destination Côte d'Ivoire. 20 candidates sélectionnées dans 20 régions du pays rivalisent d'intelligence, d'élégance, de prestance et de beauté. Au classement final, Fatim Yapo, Miss Tourisme 2024, est suivie de Evodi Ablé, représentant l'indénié Duablin, première dauphine, et de la finaliste de la Nawa, Ange Fatim Ouattara, qui est repartie avec le brassard de deuxième dauphine. Un reportage signé Serge Pacom Didi et son travail est commenté par Sephora Zegui. Un mot de religion pour terminer ce journal. Un mot de religion donc. De retour de leur pèlerinage à la Mecque, plusieurs dizaines de fidèles musulmans originaires de la région du Ouorodougou ont été célébrés récemment par leurs parents. Un accueil pour ces hommes et femmes de retour de la Sainte, de la Terre Sainte. Des prières ont été dites pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Asto Touré, Davis Oyo, Franck Kwao. Revenus de la Mecque, 80 pèlerins de Séguéla sont célébrés. Durant plusieurs semaines en Terre Sainte, ils ont prié pour la paix, la stabilité, le développement et la cohésion à Séguéla et partout en Côte d'Ivoire. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé parce que les conditions étaient réunies pour nous au niveau de la Mecque. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le président de la République. À chaque arrivée des pèlerins, ils organisent cette cérémonie pour permettre aux habitants de Séguéla de s'attendre. Toutefois, tous les pèlerins ont sollicité la mansuétude du président Alassane Ouattara pour la restauration de l'As d'Aloa Séguéla, qui est en état de dégradation très avancé. De Daloa à Séguéla, vraiment la voie est impraticable. Vraiment, nous demandons au président de faire une vision sur Séguéla. Parce que Séguéla, on constate que Séguéla, on est un peu en retard sur les autres villes. Pour la circonstance, le maire de la commune de Séguéla, Adjama Ferima Bamba, a fait des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour un développement harmonieux avant de témoigner sa gratitude aux organisateurs, guides religieux et populations pour la réussite de cette cérémonie. Toutes ces personnes ont fait des bénédictions pour notre président de la République, pour tout ce qu'elles ont vécu à la Mecque. Et que Dieu le Tout-Puissant rende tout ça au centuple pour sa santé, la longévité. Nous avons aussi prié pour le Ouorodougou, pour la cohésion sociale des cadres. 55 hommes et 25 femmes ont accompli le 5e pilier de l'islam au compte de la ville de Séguéla, chef-lieu de région du Ouorodougou.
Je vous le disais au sommaire, en Afrique du Sud, la commission disciplinaire du Congrès national africain, l'ANC, a exclu son ancien président Jacob Zuma. Il est accusé d'avoir violé la constitution du parti en portant atteinte à son intégrité et à sa réputation. Jacob Zuma, qui fut chef d'État pour 2 mandats sous les couleurs de l'ANC, a pris la tête d'un parti dissident, l'Umkwanko Wisizwe, en décembre dernier. Ce parti est devenu la 3e force politique du pays lors des élections générales du mois de mai dernier. Cette formation politique, aussi appelée MK, a fait perdre la majorité absolue à l'ANC pour la première fois de son histoire. Son parti avait déjà dû s'en débarrasser en le forçant à quitter la présidence en 2018. Aujourd'hui, il va jusqu'à l'exclure. Le secrétaire général de l'ANC reconnaît une affaire sensible pour le parti qui jamais n'a exclu quelqu'un de la stature de Jacob Zuma. Point final, ce journal est terminé. Je reviens chez vous demain pour une autre édition, même heure, même lieu.